Merci beaucoup de cette invitation aujourd'hui à présenter dans cette conférence et ce séminaire. Un peu plus, effectivement, l'expérience qu'on a au niveau européen du suivi, du monitoring de la crise Covid. Mais je ne peux pas m'empêcher de commencer par partager mon impression que l'expérience que vous avez en Belgique fait probablement partie des bonnes pratiques. Je suis impatient, bien sûr, d'en connaître davantage au cours de l'après-midi. Je pense que ce qui est très frappant, en tout cas, dès à présent, c'est l'approche interministérielle, donc horizontale, que vous avez pu développer, et je pense qu'il est très prometteuse et qui montre effectivement beaucoup de résultats tout à fait impressionnants. Alors, peut-être pour apporter un peu une dimension et des éclairages sur ce qu'on fait au niveau européen, 5 points que je voudrais développer aujourd'hui. D'abord, en général, comment on fait le monitoring social au niveau européen. Et puis, bien sûr, le fait que dans un contexte de crise, comme celle qu'on a connue en 2020, on a besoin de données supplémentaires, comme ça a été souligné juste maintenant, à la fois de disponibilité de données plus rapide, parce que souvent on dispose de données qui sont soit annuelles, soit qui ont un délai, aussi disponibilité de données à une fréquence plus élevée, en infra-annuel. Et c'est ce qu'on a essayé de faire au niveau européen avec des données administratives, naturellement, comme vous l'avez souligné, et aussi avec ce qu'on appelle les flash estimates ou le nowcasting, qui permet effectivement d'avoir des estimations avancées d'évolution des indicateurs sociaux. On se base aussi sur d'autres informations, et je voudrais dire quelques mots également sur regard ex post sur 2020-2021. Alors, le monitoring social au niveau européen s'appuie sur deux outils principaux, ce qu'on appelle le Social Scoreboard, qui est un scoreboard d'une quinzaine d'indicateurs emploi et sociaux, et le SPPM, qui porte davantage sur les dimensions sociales. Naturellement, la plupart du temps, ce sont des données qui sont disponibles à un pas annuel, ce qui, dans un cadre de crise, présente un certain nombre de difficultés. Donc on a essayé de développer des informations plus rapides et à un pas infra-annuel avec du monitoring trimestriel. Bien sûr, les questions de disponibilité des données ne sont pas nouvelles, mais certains indicateurs sont disponibles, on le sait, à un rythme plus rapide, des indicateurs d'emploi en général, chômage, emploi, mais aussi des indicateurs de revenus, des comptes nationaux, qu'on a à un rythme trimestriel. C'est une difficulté supplémentaire pour les indicateurs sociaux, pour lesquels on sait qu'en général, on a un délai de disponibilité qui est plus élevé. Et même si on a du progrès dans les enquêtes, ça reste une difficulté. Donc ici, vous voyez le Social Scoreboard, qui est le principal scoreboard au niveau européen avec les différents indicateurs, qui était celui qui est paru en 2022. On voit pour une batterie d'une quinzaine d'indicateurs la situation relative des pays allant de la situation les plus critiques en rouge aux situations les plus positives en vert. Et on a un monitoring également dans le cadre plus social avec une vingtaine d'indicateurs également où on peut voir s'il y a une détérioration ou au contraire une amélioration. C'était les données de l'année dernière, 2020-2021. On voit que c'est relativement équilibré entre le nombre de pays pour lesquels on peut voir des détériorations ou le nombre de pays pour lesquels on peut voir une amélioration. Mais on a aussi bien sûr des données à un pas plus fréquent. Donc ici on voit typiquement l'évolution du taux de chômage et des attentes à cet égard. On voit très bien le choc de 2020 à une fréquence, je crois ici, une fréquence mensuelle. Ou encore l'évolution du revenu. Donc ça, ce sont des données des comptes nationaux que vous connaissez bien. On voit le choc de 2020, le rattrapage et la stabilisation par les prestations sociales essentiellement. Et au cours de 2021 et 2022, l'érosion progressive de l'évolution du revenu des ménages qui est liée à l'augmentation de l'inflation dont vous avez parlé. Donc effectivement, la tendance, si on peut dire,
pour les derniers points, montre un clair infléchissement de l'évolution du revenu des ménages. Et encore, à ce stade-là, donc début 2022, on n'intègre pas l'ensemble du choc d'inflation qui s'est déroulé sur l'année 2022. Donc ça laisse présager, en effet, des évolutions, soit de stabilité, soit de diminution, au moins pour une partie de la population, du revenu réel pour l'année 2022. Pour pallier effectivement aux difficultés liées au fait que la plupart des données ne sont pas disponibles autrement que sur un pas annuel, on utilise des données administratives. C'était déjà le cas au cours de la crise de 2008, donc c'est une pratique qui est déjà ancienne au niveau européen, une remontée de données administratives. Et bien sûr, on sait bien que du fait des différences de mode de collecte et des appareils administratifs et des différences entre les systèmes, il n'y a pas de comparabilité réelle des niveaux. Mais c'est très utile, par contre, bien sûr, pour suivre les tendances. Alors on a une collecte de données depuis 2008 sur un certain nombre de prestations, chômage, assistance sociale, minima sociaux, et une collecte qui a été faite spécifiquement au cours de la crise Covid pour effectivement avoir davantage d'informations sur tous les dispositifs, notamment le chômage partiel, qui étaient en première ligne dans cette crise. Alors, quelques résultats très rapidement. On voit qu'effectivement, les mesures de soutien du chômage partiel ont permis de contenir la hausse du chômage. On voit qu'à quelques exceptions près, il y a souvent eu, malgré tout, une augmentation significative du nombre de bénéficiaires des prestations de chômage, mais qu'en fin de période, on retrouve des niveaux, comme vous l'avez montré tout à l'heure, des niveaux qui sont assez comparables à ce qu'il y avait avant la crise, à quelques exceptions près. Et autre point sans doute assez important, c'est qu'effectivement le nombre de bénéficiaires des prestations d'assistance sociale, des revenus minimaux, a très peu bougé. En général, on a des niveaux qui sont assez atones sur la période. Alors, des exemples, effectivement, ici, je ne peux pas m'empêcher de montrer l'exemple de la Belgique, naturellement. On voit l'évolution en vert du nombre de prestations chômage et également des bénéficiaires de minima sociaux. On a des données qui sont dans un certain sens comparables pour les autres pays. Pour la tendance, ici, dans le cas des Pays-Bas, on voit qu'effectivement, il y a une réaction du nombre d'allocataires des prestations de chômage au moment de la crise et que ça se restabilise par la suite. Ce n'est pas d'impact significatif sur l'évolution en violet du nombre de prestataires de minima sociaux. Alors bien sûr, c'est très utile, et vous l'avez rappelé également, d'avoir des données administratives fines sur d'autres mesures, et notamment sur l'évolution du nombre de bénéficiaires des régimes de chômage partiel. Donc ici, on voit un peu pour donner un ordre de grandeur, la part de la population active qui a pu être couverte par ces régimes au plus fort de la crise. On voit qu'effectivement, on a dans beaucoup de pays, y compris la Belgique, un impact absolument très très fort de couverture et de stabilisation donc du revenu des ménages par ce type de mécanisme. Donc il y a des analyses, bien sûr, là c'est juste un exemple d'évolution du nombre de bénéficiaires des différentes prestations et pas uniquement du chômage partiel qui sont disponibles dans les rapports qui ont été publiés. Le prochain va être publié prochainement, donc je profite pour faire un petit peu de publicité pour ça. Alors bien sûr, au-delà des données administratives, il est très utile aussi d'avoir des informations sur l'évolution du revenu disponible des ménages et de sa distribution. Et pour cela, on utilise ces techniques de narrowcasting ou de flash estimates. Alors ça, par contre, c'est quelque chose de plus nouveau.
c'est-à-dire qu'effectivement, autant l'utilisation des données administratives, je pense que on le fait et on le fera et on continuera de le faire. On le faisait depuis 2008. Ici, c'était des instruments dont on ne disposait pas réellement en 2008 et qui ont été développés entre-temps. Ça demande naturellement des investissements au préalable, mais ça nous permet d'utiliser une information qui est beaucoup plus fine, précise, qui agrège, bien sûr, l'ensemble des données administratives qu'on peut avoir ou de données d'enquête. Donc, peut-être aussi utile de dire que on commence à avoir du recul sur ces techniques et que sur la base de l'expérience de Eurostat, on voit qu'en général, il y a une bonne qualité de l'estimation sur les principaux indicateurs. Peut-être aussi utile de vous signaler que ce n'est pas uniquement en Europe, mais que dans certains autres pays de l'OCDE, et en particulier aux États-Unis et au Canada, c'est une pratique qui est bien présente. Et je vais vous montrer aussi quelques résultats qu'on avait eus très très rapidement, c'est-à-dire dès 2020, sur la base des travaux du JRC, donc qui utilise le modèle de microsimulation Euromod pour l'ensemble des pays. Et dernier point, je pense que ça a un lien directement avec les analyses d'impact des mesures et la capacité à analyser ex ante l'impact sur la distribution des revenus des nouvelles mesures qui sont en place. Donc ici, quelques illustrations. Si on regarde un peu l'expérience qu'on a de la qualité des estimations sur le passé, donc vous voyez pour un certain nombre de pays, on voit que le point rouge, c'est-à-dire le point d'estimation finale, en général, se situe à l'intérieur de l'intervalle de confiance annoncé au départ de l'estimation, qui est la partie bleue. Et c'est vrai pour les estimations Eurostat qu'on voit ici en bleu, mais c'est vrai aussi au Canada et dans une certaine mesure aux États-Unis. On voit pour le point 2019, il y a une fiabilité des résultats, au moins pour le passé. Maintenant, si on regarde ce que nous disent les estimations flash pour 2021, donc les plus récentes dont on dispose, on voit effectivement que ici, pour le taux de pauvreté monétaire pour la population active, on a des estimations qui suggèrent qu'en 2021, en général une stabilité, voire dans un certain nombre de pays, près de la moitié des pays, une baisse du taux de pauvreté monétaire pour l'année. Si on voit ce que ça disait l'année d'avant, c'est-à-dire 2020, au cœur de la crise Covid, ici en bleu foncé, on a l'estimation sur les inégalités de revenus du travail. Donc, de manière peu surprenante, effectivement, on voit que l'impact de la crise sur les inégalités de revenus du travail est importante. Mais pour autant, en bleu clair, on voit que c'est quasiment constant pour tous les pays, et même certains pays, c'est négatif. On n'a pas d'augmentation prévue, du moins, c'était ce que disaient les modèles en 2021, des inégalités de revenus disponibles pour la plupart des pays. Ce qui suggère effectivement un impact très fort des mesures qui ont été mises en place et des mesures qui existaient déjà, naturellement, pas que les mesures nouvelles, mais aussi l'ensemble du système de protection des revenus des ménages. Et donc là, on le voit de manière peut-être plus précise, uniquement pour le ratio interquintile des revenus. Et peut-être juste pour vous signaler, le JRC avait fait l'exercice dès le printemps 2020. C'est-à-dire que c'était naturellement un exercice très périlleux. Au moment du commencement de la crise 2020, grâce au modèle Euromod, et se basant
bien entendu, à l'époque, sur des prévisions. Parce que l'ensemble des données observées n'étaient pas disponibles, ni des données administratives. Donc sur la base des prévisions de printemps, la prévision économique de printemps, il y a un peu ici c'est l'indice, je crois que c'est l'indice de Gini, l'impact qui avait été estimé, à la fois une absence dans le baseline sur l'absence de mesures, on voit à gauche une augmentation des inégalités qui est compensée, dont on estimait que par l'ampleur des mesures qui avaient été annoncées déjà à l'époque, permettrait de stabiliser l'impact sur les inégalités de revenus en général, dans une proportion assez semblable à ce qui avait été le cas pour la crise de 2008. Donc naturellement, tout ça, ce sont des outils que nous, on essaie d'utiliser au maximum pour avoir une estimation rapide de l'impact des crises ou des développements sur les revenus des ménages. Et on a aussi, dans cette optique, publié récemment une communication pour encourager les États membres à renforcer l'utilisation d'analyses d'impact ex ante des différentes mesures sur le revenu des ménages, avec un catalogue de bonnes pratiques sur ce qui est possible de faire pour l'ensemble des ménages. On sait que pour l'ensemble des éléments, quand est-ce qu'on fait l'analyse, quelle politique prendre en charge, quel modèle, quelles données, et comment aussi, et bien sûr, rendre public ces différents éléments. Voilà. Alors, bien sûr, il y a d'autres informations qu'on essaye d'utiliser, mais je vais peut-être essayer d'être assez rapide là-dessus. Au-delà de ces informations qui sont essentiellement basées sur les enquêtes que l'on connaît, les enquêtes revenus ou les enquêtes emploi. C'est par exemple les indicateurs de ce qu'on appelle financial distress, donc c'est des indicateurs qui sont collectés sur la base d'enquêtes consommation des ménages, sur est-ce que les ménages sont amenés effectivement à puiser dans leurs réserves ou à contracter de la dette pour faire face à leurs dépenses. Vous savez sans doute également qu'il y a des travaux en cours auprès d'Eurostat pour essayer de faire des collectes trimestrielles des données de revenus auprès des ménages. Il y a environ 10 États membres, donc je pense la Belgique, qui font partie de cet exercice, dont on espère qu'il pourra se développer. Et il y a bien sûr des possibilités qu'on va essayer de voir si on peut mobiliser d'autres enquêtes comme Eurobarometer ou Eurofound pour avoir des informations plus rapides sur les évolutions. Alors ici, on voit effectivement l'avantage de cet indicateur Financial Distress, c'est qu'il est disponible beaucoup plus rapidement que la plupart des autres indicateurs. On voit bien l'impact en 2020 de la crise Covid, avec un impact fort sur quasiment tous les quartiles de revenus, qui se stabilise plus vite pour les quartiles 3 et 4, donc les plus hauts revenus. On revient plus rapidement sur des niveaux pré-crise, alors que pour les quartiles de revenus de la première moitié de distribution, c'est soit plus lent, soit ça n'apparaît pas réellement pour le premier quartile des revenus. Donc on voit qu'il y a un effet peut-être plus persistant de la crise sur le premier quartile de revenus. La bonne nouvelle, peut-être, quand on regarde ça, c'est qu'on se dit que, en tout cas pour les données qu'on a jusqu'à présent, il n'y a pas encore de rebond de l'évolution de l'indicateur de financial distress. On s'attend à avoir un rebond dans les prochaines enquêtes. Donc on pourra voir effectivement comparer, quand on compare ici par exemple à ce qu'on voyait en 2012, l'augmentation de l'indicateur était beaucoup plus rapide que ce qu'on a pu observer en 2020. Donc là aussi, c'est des choses qui sont très utiles pour avoir un peu plus de recul sur l'évolution de ce qu'on peut observer. Donc peut-être effectivement, ça fait le lien avec mon dernier point, c'est quand on regarde un peu, maintenant qu'on est arrivé jusqu'à 2022, presque fin 2022, quand on regarde un peu comment les évolutions
se sont effectivement passés par rapport à toutes ces informations dont on disposait à l'époque, qui étaient parcellaires, ou dont on disait il faut faire attention à la manière dont on les utilise. J'ai l'impression que les dernières données qui sont disponibles au niveau européen par CISG, donc qui portent sur la vague 2021 de l'enquête et donc les revenus 2020, donc là on a vraiment la photo de ce qui s'est passé en 2020, on voit qu'il y a globalement, et c'est ce que vous montriez tout à l'heure, on voit une grande stabilité des indicateurs. Je pense que c'est quand même le message principal qui ressort de ces enquêtes dans la plupart des pays. Je ne suis pas sûr que début 2020, c'est ce qu'on se disait. Donc je pense que déjà, on peut aussi voir ce résultat, qui reflète bien sûr l'impact de stabilisation des différentes mesures, et qui était aussi ce que nous disaient nos indicateurs un peu avancés. Qui peut-être nous encourager effectivement à utiliser au maximum tous ces indicateurs avancés pour avoir un monitoring plus rapide, peut-être avancé. Il faut faire attention à la manière dont on utilise toutes ces données. Mais malgré tout, je pense que c'est aussi une validation ex post de l'utilisation de toutes ces données qui nous permettent d'avoir un monitoring plus rapide. Alors bien sûr, pour autant, on sait qu'il y a tout un tas de pans de questions qui se posent aujourd'hui avec la crise énergétique, qui posent de nouvelles questions à nos systèmes de monitoring. Donc on pense naturellement à la précarité énergétique, qui est un domaine qui est peut-être moins développé que d'autres, et comme vous le signaliez tout à l'heure, à l'évolution du pouvoir d'achat. Donc l'impact des données sur les prix et les couplés avec les données de revenus. Je pense que naturellement, c'est quelque chose qui va beaucoup nous occuper dans les mois qui viennent. Merci beaucoup.